Notre invité ce matin, le professeur Alain Fischer. Bonjour. Bonjour. Alain Fischer, vous êtes professeur d'immunologie pédiatrique, chercheur en biologie, coordinateur de la stratégie vaccinale de l'État. C'est pas coordinateur, non? Exactement. Je préside le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Bon. Mais bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Vous présidez le conseil d'orientation de la stratégie vaccinale de l'État contre la pandémie. En fait, vous coordonnez quand même cette stratégie vaccinale. Bien. La clé de la lutte contre la pandémie, c'est la vaccination. Tout le monde le dit. Tous les médecins le disent. Alors, j'ai plusieurs questions, de très nombreuses questions autour des vaccins, vous l'imaginez. Grâce aux vaccins, quand interviendra le début d'un retour à la vie normale? Alors, il faut un certain temps parce que pour que la vie redevienne normale, il faut que la circulation du virus ait franchement diminué et que les personnes les plus vulnérables, ça fait environ 20 millions de Français, soient protégées. En tous les cas, tous ceux qui le veulent, et je pense que l'immense majorité d'entre elles le veulent, et qu'il faut aussi qu'elles puissent être vaccinées. Peut-être on discutera de cela. Oui, on va parler de ça. Oui. J'imagine. Donc il faut un certain temps. Pour les personnes fragiles, d'ici fin mai, on ne devrait pas être loin du but. Pour faire diminuer la circulation du virus, il faut aussi que les plus jeunes, moins fragiles, mais qui disséminent le virus, forcément, le fassent cet été. Si donc je le vous vie à la comprends normale, on arrive à l'été et l'automne. À l'été, l'automne. Une vie normale, l'été, l'automne. Bien, professeur Fischer. Oui, on est loin du mi-avril dont nous parlait Gabriel Attal pour le début d'un retour à la vie normale. Il a vraiment dit ça, je ne sais pas. Oui, il a vraiment dit ça. Oui. Début de retour. De retour à la vie. C'est pas tout à fait. Oui, ça veut pas tout à fait. Oui, enfin bon. Mais quand ressentirons-nous réellement l'impact de la vaccination? Alors, on le ressent dès aujourd'hui. Si on prend la situation des personnes très âgées en maison de retraite, vous savez, plus de 90% d'entre elles ont été vaccinées, ce qui est un beau résultat, parce que c'était pas facile. Eh bien, on sait aujourd'hui que le nombre de morts de personnes en maison de retraite provoquées par le Covid, bien évidemment, a franchement diminué. On observe aussi que pour les personnes âgées d'une manière plus générale, au-delà de 80 ans au moins, celles dont plus de 40% sont aujourd'hui vaccinées, le nombre de personnes hospitalisées diminue très franchement. Donc on observe des effets. Bien sûr, on n'en est encore qu'au début, mais ce sont des effets tangibles de la vaccination. Aujourd'hui, évidemment, ils sont contrebalancés par le variant dit britannique dont la contagiosité fait que malheureusement ça pousse vers plus d'hospitalisation, plus de malades et la nécessité de mesures. Mais quand même, pour ce qui est de la vaccination, on voit les premiers effets chez les personnes âgées. 4406 patients en réanimation, ça monte régulièrement. En 2020, il y a un an, nous vivions confinés pour freiner l'épidémie. Un an après, un an plus tard, 2021, nous ne devons surtout pas nous confiner pour freiner l'épidémie. Il va falloir qu'on comprenne ça et que... si, c'est ça, non, professeur? C'est pas tout à fait vrai. Oui, c'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait, parce qu'aujourd'hui... Il faut vivre dehors ou vivre dedans? Oui, des mesures ont été prises en tous les cas pour réduire les contacts entre individus. Je pense que le point critique, c'est les contacts. Les contacts, ils sont plus dedans que dehors, mais ils peuvent être aussi dehors. Bon, cela dit, on est un peu en dehors de la vaccination, mais enfin... En dehors de la vaccination, mais enfin, c'est une réalité. Bien sûr, c'est très important pour les citoyens de ce pays. D'ailleurs, quand vous voyez ce qui se passe à Marseille, avec ce carnaval de la plaine Noailles, 6500 personnes, toutes pas masquées. Beaucoup ne portaient pas de masque. Comment réagissez-vous? Je suis vraiment peiné parce que c'est une attitude irresponsable qui va complètement contre les efforts très importants des professionnels de santé en tout premier lieu, des autorités en général qui essaient d'organiser au mieux la protection et la sortie de crise. On en parlait il y a 2 minutes. Oui. Donc ça montre évidemment forcément aussi qu'il y a une certaine impatience, exaspération de la population, mais je pense qu'il faut tenir bon. On a tenu les uns les autres depuis un an, vous le rappelez, il faut encore tenir quelques mois. On a fait le plus gros du chemin, mais en attendant, c'est totalement irresponsable parce que les conséquences, elles sont inéluctables. C'est plus de malades, plus de personnes hospitalisées, sans doute plus de décès. Professeur Fischer, regardons la vaccination. La maire de Paris, Anne Hidalgo, demande l'ouverture de la vaccination à toutes celles et ceux qui le souhaitent. C'est possible ou pas? C'est pas vraiment une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Oui, c'est pas un jugement politique en l'occurrence, c'est purement scientifique. Oublions la politique. Ça ne m'intéresse pas. Oui. Enfin, ça ne m'intéresse pas vraiment là. Allez-y. Pourquoi? Parce que la priorité
c'est vraiment celle qui prévaut depuis le début, et on n'a pas fini cette étape. C'est d'abord de protéger les personnes les plus fragiles, qui sont susceptibles d'être hospitalisées, plus que d'autres, d'aller en réanimation, plus que d'autres, et vous avez évoqué les chiffres qui montent, et qui sont susceptibles de décéder. Donc la priorité, c'est de sauver ces vies, et sauver en même temps, protéger autant qu'on le peut notre système hospitalier. À nombre de doses égales. Je pense qu'on en reparlera, le nombre de doses augmente. Mais un nombre de doses égales, parce que c'est ça la discussion. Est-ce qu'il est mieux de vacciner une personne qui le souhaite de 30 ans? On a envie qu'il se vaccine, bien sûr. Mais, ou bien est-ce que la priorité, c'est quand même pas une personne de 65 ou 70 ans qui a un diabète, qui est en excès de poids et qui risque d'être gravement malade? Il faut faire des choix, et le choix, c'est priorité toute. Il y a environ 20 millions de personnes à vacciner dans cette rubrique, en ajoutant les professionnels de santé qu'il faut vacciner évidemment et qui doivent se vacciner. Forcément, c'est 20 millions, et après on passera aux autres. Alors, professeur Fischer, 2 jours de vaccination, je me souviens, des samedis 6 et dimanche 7 mars, formidable, de belles images, vaccination à tout va, terminé. 6 200 000 Français vaccinés, une dose en plus de 3 mois, en près de 3 mois, pardon, oui. Une dose en près de 3 mois, 2 500 000 Français vaccinés, 2 doses en près de 3 mois, c'est bien cela. Objectif 10 millions, mi-avril, dans 3 semaines, mi-avril, il faudrait vacciner 4 millions de Français en 3 semaines, c'est possible ou pas? C'est maintenant un peu tendu, mais parce qu'il y a eu en même temps malheureusement... Oui. Attendez, laissez-moi vous expliquer. Non, mais il y a eu un double ralentissement la semaine dernière concernant le vaccin AstraZeneca, en termes de livraison et en termes de doutes, quelques doutes qui ont été levés, j'imagine. Mais donc ceci a ralenti un peu le rythme de la vaccination, c'est n'y peut rien. Mais au-delà de cela, on a une situation où il va y avoir quand même dans 8 jours plus de vaccins AstraZeneca. Il y a des livraisons importantes de vaccins ARN, dont le Pfizer. Et donc, avec la multiplication des capacités de vacciner chez les médecins généralistes, chez les pharmaciens, très important aussi, dans les centres et les grands centres, vaccinodromes entre guillemets, qui arrivent, ça va multiplier les possibilités. Médecine du travail, j'espère aussi à domicile pour les personnes en situation de mobilité réduite. On aura des vaccinations en grand nombre. Ça fait 3 mois que j'entends ça. Non, on espère accélérer la vaccination. On a accéléré déjà beaucoup. Oui. Si vous regardez le rythme de vaccination de fin décembre à fin mars, enfin on n'y est pas tout à fait, on est absolument dans les lignes de ce qui avait été prévu. Et c'est pas linéaire, on n'a pas vacciné autant en janvier, en février, en mars. À chaque fois, on a augmenté. On a augmenté, je crois que janvier c'était 1,5 million, février c'était 2,5 millions, mars ça sera... Mais professeur, je vous dis cela parce que je lis même Édouard Philippe, ancien Premier ministre, tout de même, qui dit « J'espère que les opérations de vaccination vont pouvoir accélérer ». Bon, mais donc, elles ont accéléré et elles vont continuer d'accélérer. Les raisons objectives de penser qu'il en sera ainsi, c'est qu'on multiplie les lieux et les personnes qui vaccinent. Pharmaciens, ça va... Est-ce qu'on a les doses et ouverture de centres en plus grand nombre, y compris de grands centres. Est-ce qu'on a les doses, comme vous voulez? Écoutez, à ma connaissance, oui, mais comme vous le savez, dans ce genre de choses, il peut y avoir des aléas. Il y en a eu d'assez sévères avec le vaccin AstraZeneca, des réductions de livraison assez importantes. Forcément, ça impacte. Si les choses, sur ce point précis, suivent les commandes qui ont été faites, ça sera jouable. Ça sera jouable. Bien, professeur. Alors, justement, vous dites, les médecins peuvent vacciner quand ils ont les doses. Les pharmaciens peuvent vacciner quand ils ont les doses. Bientôt, les infirmières et infirmiers. J'espère bien. Les sages-femmes. Oui. Aussi. Les vétérinaires. Oui. Les vétérinaires aussi. Écoutez, d'une manière plus générale, la vaccination est certes un acte de soin, mais un acte extrêmement simple, et qui peut être effectué avec une toute petite formation, à la fois sur les questions qu'il faut poser, sur la façon de réaliser, de préparer la seringue, sur la façon de réaliser le geste, et ce qu'il faut faire juste après. Donc, plus il y a de personnes au sens large, de près ou de loin, impliquées dans la santé, et les étudiants qui puissent, après une formation, et je sais qu'il y a beaucoup de volontaires qui ont envie de le faire, et des retraités, etc., il faut y aller sur toutes ces professions, bien évidemment. Bon, vous allez ouvrir donc des vaccinodromes, on est bien d'accord? C'est pas moi qui les ouvre, mais l'État ouvre des centres plus importants. Il y en a déjà qui fonctionnent à une grande échelle. Oui. Est-ce que l'armée sera mise à contribution?
Oui, je crois qu'elle est également impliquée, oui. Elle est impliquée, elle va être impliquée. Je crois bien, oui. Comment va-t-elle être impliquée? Elle sait faire, elle a une logistique, oui. elle sait vacciner et elle participera de ces activités. Encore une fois... C'est-à-dire que dans ces grands centres de vaccination, il y aura des militaires qui vont participer à la vaccination. Ben, j'espère bien, de la même façon qu'il y a des pompiers. Les pompiers sont très très impliqués, ce qui est bien. Oui. C'est très très bien. Encore une fois, plus il y a de corps professionnels et de compétences qui peuvent s'ajouter et vacciner, mieux c'est. Donc l'armée va participer, va se mobiliser pour cette vaccination. Elle s'est déjà mobilisée sur des aspects logistiques. Hein. Oui, sur les aspects logistiques. Lancement donc de grands centres. Tiens, je prends un exemple, le Stade de France, qui va vacciner. Très bien. Quand le Stade de France, vous savez? Je ne sais pas exactement, mais à partir du moment où c'est annoncé... On dit 10 000 personnes par semaine. Eh ben, très bien, oui, ça me paraît plausible. Hein. C'est plausible, il y a des centres... Qui déjà vaccinent à hauteur de 1000 personnes par jour, enfin donc ça fait 7000 par semaine, etc. Bien sûr, et en plus c'est important le Stade de France parce que c'est en Seine-Saint-Denis, c'est un département où il y a beaucoup de personnes en difficulté sociales, difficultés de santé aussi, où un effort particulier doit être mené pour rejoindre la vaccination au niveau que l'on observe ailleurs. Est-ce que ces centres de vaccination seront ouverts 24 heures sur 24 ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne peux pas vous donner la réponse. Moi, j'aime bien quand on me dit je ne sais pas. Oui, moi, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Professeur Fischer, je ne suis pas dans cette organisation-là, je ne sais pas. Les vaccins et les variants, là, vous savez. Là, vous savez. Pourquoi dites-vous qu'à Mayotte et à La Réunion, il est préférable d'utiliser les vaccins Pfizer et Moderna? Alors, il faut repartir un mois en arrière. Oui. Nous avons, et donner une réponse un peu plus globale. La problématique actuelle de la pandémie, c'est que le virus a muté, ce qui n'est pas une énorme surprise, c'est ce type de virus mute particulièrement, et qu'il y a la sélection de souches virales qui sont plus contagieuses, éventuellement un peu plus virulentes. La problématique principale en France aujourd'hui, c'est le variant qui vient de Grande-Bretagne, donc par simplification on dit le variant dit anglais, qui représente l'immense majorité des cas d'infection. Ce variant est plus contagieux, d'où la situation actuelle qui est devenue plus difficile. Il y a également d'autres variants qui ont émergé au Brésil, aux États-Unis et en Afrique du Sud. Le variant dit d'Afrique du Sud est présent de façon très minoritaire en France ou dans les territoires outre-mer, et il est présent, alors cette fois-ci plus qu'ailleurs, à Mayotte et à La Réunion, et par ailleurs d'ailleurs en Moselle. Et dans la situation qui prévalait donc il y a maintenant à peu près un mois de mémoire, où on avait l'augmentation de prévalence de ces variants et une petite augmentation du nombre de cas, et par ailleurs le fait que nous n'avions pas d'informations sur l'efficacité, ça veut dire que ça marche pas, hein, pas d'informations sur l'efficacité du vaccin AstraZeneca à l'égard de ce variant, il a été proposé de privilégier l'utilisation du vaccin Pfizer dans ces territoires. Alors que partout ailleurs où ce variant est quasi inexistant, aujourd'hui la situation AstraZeneca est efficace contre le variant sud-africain? On ne peut pas le dire aujourd'hui, on n'a pas l'information. On n'a pas l'information. Mais par contre, je suis content que vous de vous entendre me dire ça. Il faut bien interpréter le propos. Ne pas avoir l'information, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas efficace. Oui, il y a des mais données... on ne sait pas s'il est efficace. Voilà, on a des données... Bien sûr, on est d'accord, c'est juste on est d'accord. qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation. Je comprends. En sachant qu'il par ailleurs, il y a des données, il faut le savoir, chez l'animal, dans un modèle animal, le hamster, qui est un très bon modèle pour le Covid, où ce vaccin est efficace contre ce variant. Et le point le plus important, parce que sinon ça va semer le doute, c'est que dans l'immense majorité des territoires français, le variant sud-africain est ultra minoritaire et ne bouge pas. Le variant britannique a, entre guillemets, gagné la bataille des variants. Et à l'égard de ce variant-là, aussi bien les vaccins ARN, que le vaccin AstraZeneca, que l'AstraZeneca, ils sont très efficaces de façon égale. Ça, c'est le point important. Alors, je vais revenir sur AstraZeneca, parce que j'ai plein de questions à vous poser, mais tests salivaires dans les écoles primaires. Résultat, 500 cas pour 100 000. Au-dessus du seuil d'alerte. Donc, j'en parlais avec... Oui, professeur. J'en parlais avec le ministre de l'Éducation nationale vendredi. Les enfants peuvent transmettre aux adultes. Avoir un collégien chez soi accroît de 30% le risque d'infection. C'est ce que dit le professeur Fontanet. Pourquoi, alors, ne pas vacciner en priorité le personnel scolaire ? Alors, vous me reposez d'une façon un peu différente la question que vous m'avez posée tout à l'heure à l'égard de la population en général. Oui. C'est la même question.
c'est que la philosophie qui prévaut, enfin la philosophie, l'idée, la stratégie qui prévaut en France et d'ailleurs dans les autres pays, hein, là-dessus il n'y a rien de spécifique, c'est d'abord on protège les personnes fragiles. Les enseignants sont un petit sur-risque d'être infectés, mais heureusement pour eux, sauf cas particulier, mais s'ils ont un cas particulier qui les fragilise, alors ils entrent immédiatement dans la vaccination, bien sûr. Donc sinon, il faut rester sur cette ligne, d'abord les personnes fragiles, protéger l'hôpital, éviter les morts. Puisque je parle des enfants, faudra-t-il un jour vacciner les enfants, professeur? C'est une question ouverte qui ne se pose pas aujourd'hui, qui pourrait se poser, on verra à l'automne, une fois que auront été vaccinés, donc d'une part les personnes vulnérables, deuxièmement, je l'espère, il faut que ça suive, l'essentiel de la population adulte en bonne santé, les disons 18-50 ans. Et là, il y a un travail de pédagogie à faire pour les convaincre de l'importance de la vaccination. Quelle sera la situation à ce moment-là? Est-ce qu'on aura obtenu cette immunité de groupe ou quelque chose qui s'en rapproche, qui fait que la circulation du virus est très faible ou pas? Si c'est pas le cas et qu'il y a des données plus clair qu'aujourd'hui, parce que c'est quand même pas tout à fait clair que les enfants contaminent, mais à quel degré, à quel point ils sont infectés, c'est envisageable. Des essais cliniques d'ailleurs sont en cours pour tester l'efficacité des vaccins chez les enfants. Il y a des essais. Il y a eu 12, 18, maintenant moins 12. Mais c'est pas du tout d'actualité. On verra. Peut-être que la réponse sera négative. Hein. On verra, mais c'est une option possible. Je garde mes questions sur AstraZeneca et sur les vaccins en général, mais j'ai plusieurs questions, professeur Fischer. Première question. Vacciné, est-ce que je transmets le virus? En vaccinant? Si je suis vacciné. Oui. Est-ce que je transmets le virus? Je dirais, est-ce que la vaccination protège contre la transmission du virus? Ok, d'accord. Alors, la réponse honnête, c'est qu'à la minute, on ne le sait pas encore, mais il y a un début de réponse à travers l'expérience en vie réelle, comme on dit en Israël. Comme vous savez, ils ont vacciné massivement leur population et ils ont montré, donc sur une étude comportant plus de 600 000 personnes, que les personnes vaccinées, lorsqu'on les teste pour rechercher du virus au niveau de par échouillon nasal dans le nez, on le trouve pas. Enfin, en tous les cas, très rarement. Ce qui n'est pas une démonstration, mais qui suggère qu'il y a un effet sur la transmission. Ce qui est une très bonne nouvelle, mais il faut la conforter, la consolider dans les semaines qui viennent par d'autres résultats. Autre question simple, je suis vacciné, est-ce que je peux être infecté? Alors, vous avez infecté en étant malade ou infecté tout court? Non, infecté tout court. Infecté tout court, c'est la même question. C'est parce que si on est infecté tout court sans être malade, c'est là qu'on peut transmettre. Oui, évidemment. Mais donc, je suis vacciné, est-ce que je risque d'attraper? Et est-ce que je risque une forme grave? Non. D'être malade? Non. Alors, forme grave, non. Forme grave, non. C'est la force du vaccin. Absolument. Ces vaccins sont remarquables. Oui, vous avez raison. C'est bien que vous ayez posé cette question. Ces vaccins sont remarquablement efficaces. Je dis ces vaccins puisque ce sont tous ceux dont nous disposons. Ils ne protègent pas à 100% contre la survenue d'une infection, mais quasiment à 100%, très très proche, à l'égard des hospitalisations. Et à nouveau, les données israéliennes sont superbes là-dessus. Les données en Écosse, en Angleterre, pour le vaccin AstraZeneca, sont tout aussi bonnes, y compris chez les personnes âgées. Alors, AstraZeneca, le vaccin n'a pas été administré en France entre lundi et vendredi. La vaccination a été ralentie, des rendez-vous ont été annulés. Principe de précaution, c'était une erreur ou pas? D'autres pays n'ont pas stoppé la vaccination avec AstraZeneca. Et d'autres continuent à la stopper. Donc on a toutes sortes de situations. Moi j'appelle ça plutôt analyse de risque. Oui. Il a fallu pendant quelques jours se poser et discuter, je pense qu'il faut exposer en quelques instants, c'est le fait qu'il a été observé chez des personnes relativement jeunes. Relativement jeunes, c'est entre 25 et 55 ans. Oui. Quelques cas très rares, mais enfin d'une complication inhabituelle, enfin, d'une maladie inhabituelle, qui est la survenue de caillots dans les veines, notamment au niveau de la circulation cérébrale associée à des anomalies de la coagulation, avec un manque de plaquettes, enfin des anomalies très précises, et d'ailleurs, on le sait aujourd'hui, associées à certains types d'auto-anticorps. Donc cette situation, les Allemands l'ont montré dans les cas observés dans leur pays, est en petit excès, apparemment, en petit excès par rapport à ce qu'on attend dans la population générale. Vous savez, quand il se passe des événements inattendus après une vaccination, il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que ces événements sont en excès par rapport à ce qui se passe dans la population non vaccinée. Il y avait un petit signal, comme on dit dans notre jargon. Ce petit signal, il fallait l'analyser, calculer le risque par rapport au risque de la maladie. Et la réponse à cette question amène à l'attitude qui a été préconisée et qui est en place depuis vendredi, qui me paraît tout à fait juste, c'est que
il y a un petit risque chez les moins de 55 ans, donc on utilise le Pfizer. Au-delà de 55 ans, ce risque, on ne le voit pas. On utilise le vaccin AstraZeneca, ce qui permet de vacciner pleinement, ne en rien retarder la campagne de vaccination et éviter un risque faible. Sauf qu'à l'origine, il avait été réservé, ce vaccin, aux moins de 55 ans. Ce vaccin AstraZeneca. Oui, c'est facile à dire. Mais changer la donne. Écoutez, je peux réagir sur ce point précis. Attendez, mais j'ai quand même juste une question sur ce que vous avez dit auparavant. Vous parlez de cas. Très peu de cas, c'est vrai. Très peu de cas. Des femmes, essentiellement. Surtout des femmes. Surtout des femmes. Est-ce qu'il y a un rapport avec la pilule ? On n'a pas l'information aujourd'hui. On n'a pas l'information. On a tout ça date d'il y a 8 jours. Alors ça rejoint vos deux remarques. C'est que nous, la maladie est relativement nouvelle, la vaccination est nouvelle, même si elle a été très bien préparée. Je le répète à chaque fois parce qu'il ne faut pas croire que les choses ont été faites à la légère. Mais on apprend en même temps. Et donc on s'adapte. Et le minimum des choses que l'on doit attendre des personnes qui analysent et des responsables politiques qui décident ensuite, c'est de s'adapter au mieux en termes d'analyse bénéfice-risque. Le bénéfice de cette vaccination, on l'a vu. Les risques, il y a un petit risque chez les personnes, vous avez raison, plutôt les femmes, mais globalement âgées de moins de 55 ans. On ne prend pas ce petit risque et on les prive pas de la vaccination, surtout pas, puisqu'ils ont accès au vaccin ARN. Et ceux ou celles qui ont reçu une première dose ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qui ont moins de 55 ans ? Alors, on a à peu près 2 mois devant nous avant la seconde dose, puisque la seconde dose s'administre 12 semaines après la première. Dans les 2 mois qui viennent, au rythme où le travail se fait à l'échelle internationale, nous en saurons plus sur quelles sont les personnes à risque. Et probablement, la mesure actuelle, elle est transitoire. Je pense qu'elle va encore évoluer. Donc vous pourrez dire, mais encore une fois, vous changez. Elle va changer parce que les informations seront précisées et on pourra sans doute dire, voilà, telle ou telle population est à risque et d'autres ne l'est pas. Et à ce moment-là, on adaptera. Est-ce que les personnes ont leur seconde dose d'AstraZeneca ou bien le vaccin ARN? Pour la petite histoire, le ministre Olivier Véran, qui a reçu sa première dose il y a quelques semaines, se pose la question. Il nous pose la question. La réponse au ministre, comme à toutes les personnes qui sont dans la même situation. Se pose la question, oui. Tout le monde se pose la question. Et tout le monde se pose on aura une réponse. Et on a 2 mois devant nous pour préciser. Et la recherche scientifique va préciser les choses. Et tout le monde se pose une autre question. Les effets de la seconde dose. Parce que la seconde injection, on a vu que lors de la seconde injection de Pfizer, il y a eu des réactions un peu plus fortes. Les réactions sont... Oui, alors... Là, on parle pas... Oui, mais on parle pas de la même chose. Donc, ce sont les réactions dans les 48 premières heures. Vous savez, on peut avoir un maux de tête, on n'est pas bien foutu, on a quelque chose qui ressemble à un syndrome grippal, qui n'est pas une grippe, mais qui y ressemble. C'est exact qu'avec le vaccin Pfizer, c'est un petit peu plus fréquent ou un peu moins rare, parce que franchement, il faut pas exagérer. Après la seconde dose, curieusement, parce qu'on ne comprend pas tout, loin de là, il faut être humble face aux observations, mais il est important de les collecter et d'assurer la surveillance de cette vaccination. Curieusement, avec le vaccin AstraZeneca, les manifestations type syndrome pseudo-grippal sont moins fréquentes. Lors des essais cliniques, c'était observé après la seconde dose qu'à la première dose. Et je voudrais rajouter aussi un point. C'est que toute cette histoire dont on parle, évidemment à juste titre, et c'est très important avec toutes les adaptations nécessaires, elle repose sur quelque chose qui fonctionne très bien et qui est absolument indispensable pour que les gens puissent avoir confiance dans l'action. Ça s'appelle la pharmacovigilance. On a détecté en Europe, en France, en Allemagne, en Autriche et ailleurs des événements très rares. Et c'est juste remarquable. Moi, je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce travail, qui est un travail très difficile. Encore une fois, faire la part des choses entre ce qui est inattendu et éventuellement lié à la vaccination de ce qui ne l'est pas. Et c'est très important de savoir que ça existe et que ça va continuer, évidemment, avec toute la rigueur nécessaire. Alors, juste réponse très courte. Nous connaissons 3 vaccins aujourd'hui. Bientôt le 4e qui va arriver, Johnson & Johnson ou Janssen, comme on voudra. Première dose administrée quand ? Johnson. Mi-avril, je pense. Mi-avril, première dose. Et ensuite, nous aurons quoi ? Nous aurons CureVac, Novavax. Exactement, vous êtes très bien informé. Il y a encore donc 2 vaccins qui arrivent ensuite. CureVac est un 3ème vaccin ARN qui vient d'une boîte allemande. Novavax, c'est une autre technologie, c'est protéines plus adjuvant, avec des résultats qui sont très encourageants des études publiées, qui devraient arriver vers juin. Donc ça va augmenter évidemment d'autant, très bonne nouvelle, le potentiel de vaccination, et notamment de la population cet été.
Dernière question. 425 millions de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, chiffre qui date de samedi. 162 pays ont commencé leur campagne de vaccination. 58% des doses administrées l'ont été dans des pays à niveau élevé où n'habitent que 16% de la population mondiale. Alors, question toute simple, c'est ma dernière question, professeur Fischer. Est-ce que les pays riches devraient redistribuer une partie de leurs doses? Les ONG demandent 5% de ces doses. En tous les cas, c'est peut-être une solution. Ça me paraît pas absurde de le faire. Et d'une manière générale, au-delà de cette possibilité d'action, il faut tout faire pour qu'on puisse vacciner dans tous les pays. Et dans les pays où même la logistique du froid ne fonctionne pas bien, par exemple, il faudra utiliser les vaccins adénovirus, dont l'AstraZeneca, massivement. C'est absolument indispensable. Il y a des initiatives dans ce sens. Je pense COVAX qui associe l'Organisation mondiale de la santé. Il en va de notre avenir ? Il en va d'abord simplement d'une vision juste, vision humaniste et humaniste, vous avez raison, du monde. Et puis aussi, il va de notre avenir, parce que s'il persistait des foyers de virus en tel ou tel endroit sur cette terre, on a un risque d'apparition de nouveaux variants qui reviennent en boomerang. Donc, il a toutes les raisons de faire ces efforts par les différentes approches possibles. Merci, professeur Fischer, d'être venu faire le point ce matin sur RMC et BFM TV, 8h55.